C'est parti, mon kiki, Dimitri. Coucou. Ouais, coucou. Salut les amis. 11 mars 2020, Monday Night War du 11 mars 1996, Raw et Nitro, avec... je crois que c'est un petit peu le foutoir hein, quand même dans cette semaine, parce qu'à Raw, on a la plus grande salle depuis le début de la Monday Night War, et pareil pour Nitro. Oui, et ça sera le foutoir dans le ring également. Ouais, franchement, ça va être bien. Comme d'habitude, on prend un petit moment au début de l'émission pour remercier les courageux qui nous ont envoyé des dons sur PayPal à l'adresse wrestlingclinic@gmail.com. Ça nous touche et soyez assurés que, comme là c'est le dernier épisode de l'enregistrement d'une fournée, eh ben on va prendre tous vos petits commentaires, car si vous mettez des petits commentaires, non seulement vous aurez les dédicaces personnalisées à l'antenne, mais aussi on vous garantit un jeu de mots pourri avec les mots que vous mettrez en commentaire, donc genre pamplemousse, je sais pas quoi, clenche de porte ou n'importe quoi. Soyez sûr qu'on va les utiliser à bon escient. Et en parlant de pamplemousse, d'ailleurs, Dimitri, j'ai envie de te poser une question, parce que devant moi, j'ai 2 bouteilles de jus, et je sais pas laquelle boire. Ah, vas-y, tu vas m'offrir plusieurs choix. Ouais, et après, on va commencer avec Raw. Alors, d'un côté, j'ai concombre, kiwi et spiruline. Vas-y, continue. Oui. Et de l'autre côté, j'ai concombre, épinard, pomme, gingembre, citron. Donc du coup, il faut poser les bases de ce débat. Qu'est-ce que le ou la spiruline? La spiruline, c'est une espèce d'algue très très bonne pour la santé. Très bien. Je choisis l'option qui n'en contient pas. Donc l'option concombre, épinard. Oui, c'est surtout pomme qui m'a... Je suis familier avec l'objet, donc du coup, je conseille pomme. Oui, d'accord, le seul truc qui n'a aucun intérêt, qui est juste là pour faire du jus et de la liquidité, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, formidable. Pomme, ça me parle. Alors, Nitro, non, Raw, on est à San Antonio, au Texas. Oui. Donc on est dans la maison de Shawn Michaels, en pleine ascension vers WrestleMania 12. On est devant 9364 personnes. C'est une salle immense. Bah, c'est une salle de catch, quoi. Ça ressemble à une salle de basket, ça ressemble à une salle comme on a actuellement, quoi. Ouais, donc ça fait... derniers enregistrements, c'était dans une autre salle à Cincinnati, devant 8500 personnes. Donc ça booste bien, là, le public. Niveau audience, on est un petit peu en baisse par rapport à la semaine passée. On est à 3,3 millions de téléspectateurs. Enfin, la semaine passée, elle comptait pas vraiment parce qu'il n'y avait pas de Nitro, mais il y a 2 semaines, on était à 3,5. Là, on est à 3,3. Donc voilà, et Ah oui, attends, je vais faire un cut et je vais le faire en intro. Et dans cet épisode, les amis, dont on va parler dans quelques instants, sachez que, eh bien, il marque le premier combat du Rock à la WWE. Je parle pas du combat en pay-per-view ou à la télé. Premier combat all together, on va en parler dans quelques instants. Ok, fin du cut et on reprend. Donc comme je le disais en intro, mon petit Dimitri, en dark match, eh bien, ce Raw a marqué le premier match du Rock à la WWE. Il affrontait qui, du coup, pour ce match? Il a affronté Skip. Oh! Et il a perdu en 7 minutes 38 suite à un Frankensteiner de la 3e corde. Et le Rock a utilisé comme musique le Crank It Up de Jimmy Hart. Oh putain! Très bon choix. Voilà, donc ça c'était le moment culture pour cet épisode. 7 minutes, c'est un effort quand même assez vaillant. Tout à fait, d'autant plus qu'il est en mars, donc on est sur la Series, on est 8 mois avant ses débuts officiels. Donc 8 mois avant, il est déjà mis sur le devant de la scène. Comme on a hâte du Brett contre Austin de Survivor Series 96. Tout à fait. Ah oui. D'autant plus qu'on va probablement pas le reviewer, hein, je sais pas. Comment ça? On reviewera les Raw d'avant et après. Oui, mais on va pas... Toi, tu as hâte d'un match, mais on va pas le regarder, en fait. Bah moi, je vais le revoir exprès, mais j'adore ce match, je le connais quasiment par cœur. Celui-là et celui de WrestleMania 13 encore plus. Ah, d'accord, très bien. Peut-être que quand on aura franchi le pas de la vidéo, on regardera plus de pay-per-view, on ne sait pas. Ah bah pourquoi pas, oui. WrestleMania 13, quel show de merde. Ah bah oui. Regardons-le. Oui, bah d'ici là, il y aura toute l'année 96 aussi. Oui. Donc, premier match, Savio Vega contre Stone Cold Steve Austin. Alors, je dis Stone Cold Steve Austin parce qu'il est déjà appelé comme ça. Ouais. Par contre, il a pas d'entrée, il est directement dans le ring. Oui, c'est vrai, c'est bien vrai. Qu'est-ce qu'il y a... Alors,
C'est vrai que le show est quand même moins dynamique que Nitro, je trouve. Mais depuis quelques semaines, là, le fait que Raw soit dans des très grandes salles, ça compense vraiment beaucoup. Hein. Enfin, c'est là qu'on se rend compte du côté esthétique et du côté packaging qui joue énormément sur le catch. C'est très vrai. Il y a quelqu'un dans le public de particulier. Pendant que j'ouvre mon jus. Ah, avec la surlipine. La surcyprine. Comment t'appelles ça pour de vrai? Spiruline. Ah, la spiruline. Mais pour du J'avais vrai, jamais entendu. Attends, je vais googler pour voir à quoi ça ressemble. formidable. Mais pendant que tu googles, dis-nous qui c'est qui est dans la salle alors. C'est Marc-Henri, l'homme le plus fort du monde. Ah oui, exact. Et il est aussi appelé comme homme le plus fort du monde déjà. Alors qu'il n'a pas encore fait les Jeux Olympiques 96. Oui, bah ils disent justement qu'il va représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques. Et il y a un petit passage où justement on le voit dans le ring avec Jerry Lawler avant le show. Oui. Ah oui, spiruline, ça ressemble à des petits haricots. Qu'est-ce C'est bien fait de que... la spiruline. Attends, je le clique. Oui. Ensuite, on a une interview avec tes potes là. Qui ça? Attends, moi je suis plus sur mes notes, je suis sur Doctissimo. Ah oui, ok. Bon, bah, vas-y, parle-nous de Doctissimo là. Concentré de nutriments. Nanana. Les réponses à vos questions par Béatrice Benavent-Marco, diététicienne nutritionniste. Super. Merci à tous de prendre votre mal en patience. La spiruline, c'est sympa. J'en ai aussi en poudre que je mets quand je me fais des shakes ou des trucs comme ça. Oui, dans une sauce à ravioli, tu vois. Parmesan, spiruline. Il y a même de la spiruline en comprimé. C'est très probable, oui. Écoute, tu vois, j'accède à de nouveaux savoirs grâce à toi. Eh ben, pour une fois que c'est dans ce sens-là. C'est vrai, ça, franchement, putain. Mais au moins, moi, je t'apprends des trucs utiles. Qu'est-ce que je t'apprends, moi, déjà, qui n'est pas utile? Vas-y. Cite-moi un exemple d'un truc que je t'ai appris qui ne t'a pas servi. Bon, tout ce qui est lié au sport et aux médias, quoi. Ces trucs, in fine, qui ne nous servent à rien, tu vois, malheureusement. Très bien, très bien. Alors, interview. T'es revenu sur tes notes ou pas? En parlant de sport et médias, je t'avais dit que je vais faire de la figuration dans un film pour jouer un pongiste, un joueur de ping-pong. Merci de préciser ce qu'était un pongiste, comme si j'étais débile à ce point-là. Ah, je sais pas, c'est un terme qui est pas... Il y a plein de gens qui disent « Ah, comment on appelle les gens qui font du ping-pong, les ping-pongers ou je sais pas quoi ?» Un tennis de tableur? Un tennis de tableur, un ping-ponger, donc ouais, je vais jouer un pongiste sur France 2. Super, dans le cadre de quelle série ou film? À moins que tu sois tenu par le secret professionnel. Dans un film avec Sarah Forestier, qui jouait dans un très bon film qui s'appelait Le Nom des gens. Elle a eu un César, je crois même, pour ces trucs. Eh bien, comme tu peux t'en douter, mon petit Dimitri, Tu ne l'as jamais vu? Je n'ai jamais entendu ce nom de ma vie. Le Nom des gens, je suis sûr que t'aimerais bien. C'est l'histoire d'une meuf de gauche qui couche avec des hommes politiques de droite pour les faire changer de bord au réveil le matin. Pour les convaincre du bienfait du socialisme au petit déjeuner. Ah oui, donc là on est entre le sexe et le délire utopiste politisé. Ok. Oui, donc ça c'est un film parfait pour toi. Ah c'est oui. avec Jacques Gamblin et Sarah Forestier du coup. Très bien. Bah non. Par contre, dans l'avion, qu'est-ce que j'ai regardé que j'ai bien aimé? J'ai regardé Fahim, un truc avec Isabelle Nanty, Depardieu et des petits Indiens, parce que c'est une histoire vraie d'un... Ça se dit fin en vrai. Ma blague. Avec Julie Depardieu? Gérard Depardieu. Ah, Gérard Depardieu, putain, encore pire. Une histoire vraie sur un petit gars du Bangladesh qui est venu en France pour jouer aux échecs et qui a gagné un tournoi national. Waouh. Très sympa comme petit film. Il a fini à Qui veut gagner des millions? Ok, bon allez, vas-y, parle-nous de l'interview là, parce que je sens que... Je sais pas du tout où j'en suis là. Prends tes notes. Attends. Mais on n'est pas à l'interview là, qui a gagné le match déjà? Je sais pas, parce que comme moi je me suis gouré, j'ai pas pris de notes suffisantes sur Raw. Oh, le professionnalisme. Ouais. Ah, bah tu vois, personne n'a gagné le match. C'est Parce pour ça que... je savais pas.
Parce que double décompte extérieur. Ah oui, exact. Oui. D'ailleurs, j'ai trouvé ça hyper bizarre parce que le match est pas particulièrement. Putain, le mec il secoue sa spiruline là. Ah oui, c'est un podcast immersif. En quatre dimensions. Oui, j'ai trouvé ça d'ailleurs très bizarre parce que le match, il n'y a pas particulièrement d'animosité, mais à partir du moment où ils sont à l'extérieur, ils se détestent d'un coup. Immersif, c'est quand les nazis faisaient du nettoyage. Immersif. Alors là, franchement, je n'ai absolument rien compris. Bah, je dis que c'est un podcast immersif. Oui. Tu te souviens de Himmler? Dis-moi. Troisième Reich. Ah putain, mais ah oui, d'accord. Et tu te souviens du SIF? Le SIF pour nettoyer les WC. Ouais, c'est ça. Putain. Et ben voilà. Quand ils faisaient la vaisselle pendant le troisième Reich, c'était immersif. Allez, vas-y, parle-nous de catch. Intéresse-nous. Non, oui, je disais que voilà, d'un coup, ils se détestent et donc il y a une grosse bagarre qui éclate à l'extérieur et donc ils sont comptés tous les deux. Tu sens que voilà, qu'il est tard et qu'ils font un programme pour les deux pour WrestleMania, donc on crée ça en 4 secondes. Il n'y a pas vraiment de, il y a pas de fond quoi. Oui, mais le fond c'est que Austin est just Stone Cold. Le fond c'est que c'est toujours pareil depuis qu'on en parle, c'est qu'il ne fait absolument réagir personne quoi. La foule ne réagit à rien de tout ce que fait Austin. Son catch est beaucoup trop méthodique pour faire réagir la foule. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Les Bushwalkers sont de retour, mais ça tu l'as déjà spoilé la semaine dernière. Ouais, il y a même 2 semaines je crois. Il y a même 2 semaines, voilà, de là. On a Annie Pujol qui présente des vestes horribles pour WrestleMania 12. Tu sais, horrible, c'est très subjectif. Hein. Tu vois la veste ou pas? Oui. Avec le double main event, chacun sur une manche. Oui, elle est vraiment horrible. Voilà. Voilà. Donc pour imaginer, c'est une veste en jean où d'un côté sur la manche tu as Brett contre Shawn Michaels et de l'autre côté tu as Diesel contre l'Undertaker. Cousu. Ensuite, là ça devient formidable. C'est un des meilleurs segments depuis longtemps. L'interview? Oui. Ok, vas-y, dis-nous pourquoi. Ah, c'est moi je fais tout, d'accord, parce que t'as pas tes notes. Bah, moi j'ai trouvé que l'interview elle était vraiment pas mal, mais quand ils nous annoncent l'histoire du Backlot Brawl, j'ai rien compris. Enfin, c'est sorti de nulle part quoi. Ah oui, alors ça pareil, je n'ai rien compris, mais je pense que pour l'instant on n'est pas censé vraiment comprendre, ça on le saura certainement dans les prochaines semaines. Par contre, l'interview elle est géniale. Je t'avoue que moi je m'en souvenais pas. Je sais pas pour toi, mais je me souvenais pas de ce truc, vraiment pas. C'est un débat pareil modéré par Vince comme d'habitude. Piper et Goldust sont présents. Moi je me souvenais de ce truc à cause des coups de la fin, quand Piper y riposte. Ah franchement, moi j'avais perdu le souvenir de ce truc et du coup j'ai adoré vraiment. Goldust est au sommet de sa malsanité, tu vois. Je pense que c'est le moment où il est le plus étrange, le plus... Donc tu sous-entends qu'un homosexuel ou un efféminé, il est malsain. Ah d'accord, c'est bon, on a compris. D'accord, bonjour, CSA. Non, en fait, pour expliquer un petit peu aux gens qui ne vont pas regarder le show, il est à genoux devant... donc c'est une promo normale, hein, face à face, il est à genoux devant Piper, et il lui tourne autour en rampant, en essayant de regarder un petit peu sous la jupe, etc. Il essaye de mettre la main jusqu'au slip, etc. Il lui touche... alors pareil, dans le vocabulaire, comment s'appelle le truc qu'il a devant Piper sur sa... Le périnée. Au-dessus de son kilt, là. Ouais, la cloche de chasteté, là. La cloche de chasteté, bah oui, avec Goldust, elle risque pas de tenir longtemps. Donc ouais, il la manipule... avec plein de sensualité. Toute son attitude, elle est incroyable. Marlena, elle est au fond en train de fumer un cigare. C'est prodigieux, j'adore. C'est incroyable comme tout ça est fabuleux. Oui. Et oui, l'échange de baffes à la fin, et puis Piper le met au sol et lui dit « Je vais faire de toi un homme à WrestleMania ». Imagine ce que ça veut dire, ça.
Ensuite, on a les Godwins Ouais, qui gagnent un squash. un squash. Un squash. Bah Oui. voilà, il n'y a rien à dire en fait. Ensuite, on a l'entraînement de Shawn Michaels. Ah non, attends, et alors j'ai une anecdote, fun fact, parce que je me disais que ces mecs-là, je les avais vraiment jamais vus. Je me souviens absolument pas. Jerry Mead et Alex Porto. Je me dis, ces mecs-là, d'habitude, tu sais un petit peu, il y a des jobbers qui sont déjà revenus 2-3 fois et trucs comme ça. Eux, je les connaissais absolument pas. Du coup, j'ai googlé Alex Porto et j'ai trouvé que son accomplissement principal de sa carrière, c'est qu'il faisait partie des dizaines de John Cena pendant l'entrée de John Cena à WrestleMania 25. Intéressant. Moi, je me souviens que j'avais l'étiquette Alex Porto dans mon petit bol de tirage au sort de Fantasy Booking quand j'avais 11 ans. Là. Mais alors attends, parce que moi j'aimerais bien qu'on fasse un point fantasy booking. Tu tirais au sort les matchs? À cette époque, ouais, je tirais encore au sort les matchs. Mais c'est pas du fantasy booking alors. Mais oui, mais bon, c'est comme ça que je faisais quand j'avais 10 ans. J'avais pas encore de storyline ou de trucs. En fait, je faisais les tirages au sort pour les superstars et les Monday Night Raw. Et je faisais les feuds et les gros matchs que je voulais lors des pay-per-view. Ok. Et seulement, c'est seulement avec le temps que j'ai appliqué la feudisation à toutes les sorties de chaque mec. Et donc quand tu faisais des feuds, Alex Porto, tu n'étais pas dedans? Non, lui, il avait pas de feud, c'était pas un big name. Mais c'était un catcheur qui existait. Bah écoute, moi franchement, en tout cas, si je l'avais connu à un moment donné, je l'avais totalement oublié parce que j'ai dû le googler. Et du coup, j'ai vu que son Wikipédia, son highlight de carrière, c'est ça. Très bien. Voilà. Il y avait quand même pas mal de John Cena à ce moment-là. On se demande s'il y avait... Il y avait Cole Cabana, je me rappelle, qui était dedans. Oui, c'est vrai. Et donc Alex Porto. Ouais. Blague alcool? Non, ça va. Blague Benfica Lisbonne. Blague Accra de morue, ouais. Bon, l'entraînement de Shawn Michaels, putain, on en parle ou pas? Oui. C'est fabuleux. Oui. J'étais tellement fan de ces vignettes quand j'étais petit, et là, les revoir, j'étais submergé par l'émotion. Avec un petit bémol qui était déjà à l'époque, donc du haut de mes 10 ans ou 11 ans, je trouvais déjà que c'était de la merde. L'existence de José Lothario, comme on dit. Oui. Donc même à 10 ans, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce gars? À quoi il sert? Je te trouve dur. Comme disait Goldust. Je te trouve très dur. Non, il y a un côté Rocky, tu vois, c'est le Mickey, c'est le Mickey de Shawn Michaels. Ouais, mais n'est pas Mickey qui veut, quoi. Là, c'est plutôt le service. Là, le mec, il a plus sa place dans les skits de gériatrie de fin de show qu'avec Shawn Michaels. Mais c'est vrai qu'il rappelle. Moi, il me rappelait le mec avec la cloche dans Breaking Bad, là. Salamanca. Là, on est en radio, donc ça se voit pas, mais je fais la bouche. Oui, c'est ça. Du coup, je rigole parce que je sais que tu l'as fait bien. Ah bon? Je l'avais déjà faite? Oui, je pense que tu m'as déjà fait Salamanca. Ah ouais? Ah merde. Un jour, je te referai Terry Funk qui marche. Oh putain, alors ça, franchement, c'est. Alors, attendez. Ouverture de parenthèse. Vitry-le-François. Nous sommes à Vitry-le-François en quelle année? En 2014? Avril 2014. Ah putain, c'est vraiment ça? Je disais ça au pif. Tu as un plâtre, si mes souvenirs sont bons. Oui, j'avais un plâtre sur l'index droit parce que je m'étais pété le... Ah non, c'était le gauche? Non, c'était le droit. Je m'étais pété le doigt le week-end précédent en catchant en Hongrie. Ouais. Effectivement, ouais, le week-end suivant, j'avais un match à Vitry-le-François en France. C'était pour la LNC. La LNC. Oui. Où je me rappelle que Alain Ichtou avait donc vu la LNC pour la première fois, je pense quelques semaines ou mois avant. Il était allé sans moi pour je ne sais plus quelle raison, et je me rappelle que pendant le show, il m'avait appelé pour me dire « Putain, Dimitri, c'est vraiment fabuleux la LNC, le prochain show, quoi qu'il arrive, on y va ». Et je lui avais dit « Ok, peu importe où c'est, on y va ». Et donc le prochain show, c'était à Vitry-le-François, c'est-à-dire quand même à 400 km d'ici, quoi. Et donc on a dit « Bon, bah ok, quoi ». Et donc on a fait Strasbourg-Vitry-le-François pour voir un show de la LNC.
Oui, mais j'étais là, donc au moins c'était ça. Oui, et donc du coup, vu qu'on avait dit qu'on y allait, toi tu avais dit attends, je vais leur envoyer un message pour essayer d'être booké dessus. Et donc ils t'avaient booké dessus, c'était le show, il y avait Corbeau, etc., etc. Et donc du coup, il y avait le main event final, je crois, Oui. où tu nous nourrissais de private joke pendant tout le match. C'est vrai que dans ce main event, à 3 tombées, 3 contre 3, je n'ai rien fait si ce n'est me ruer dans le ring pour faire un tombé. Oui, tu as gagné. Ouais. Tu as fait le tombé final alors que tu n'as pris aucun bump ou fait aucune prise du match. Exactement. J'ai joué avec la foule pendant une demi-heure. Et du coup là, c'était extraordinaire parce que tu faisais donc. Je souhaite à tous les gens de le voir, mais tu fais la meilleure imitation de Terry Funk de la planète. Et tu avais fait quoi? Tu avais fait aussi Robert Wurtz d'Interville. Ah oui, 3 points pour Saint-Avold. Voilà. Ouais, non, c'était. Mais Terry Funk, je l'avais fait pendant le show. Tu l'avais fait dans le ring, ouais. Ah ouais, je croyais que je l'avais fait sur le parking pour faire rigoler. Non, tu l'avais fait dans le ring. Parce que je pense que c'est toi qui as dû me les envoyer, mais j'ai les vidéos de ces matchs. Oh putain. Ah mais attends, tu confonds pas la démarche de Terry Funk sur le parking et les espèces de petits pas là de lutteurs? Non, la démarche de Terry Funk, je me rappelle que tu l'avais fait dans le ring. Putain, j'étais Et que culotté. t'avais aussi mis un doigt dans le cul à Corbeau quand il était sur l'apron. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était mon adversaire, hein. Il fallait que je fasse des jeux de tête. Ah bah tu l'as déstabilisé là. Il en avait parce qu'il avait oublié sa tenue. Corbeau est un catcheur français qui est globalement Sting, n'est-ce pas? Et ce jour-là, il avait oublié sa tenue, donc du coup, donc tu imagines le personnage de Sting, dark, mystérieux. Et là, c'était David Mitchell qui lui avait prêté son collant avec moi, le redoutable. Donc du coup, Corbeau catché en tenue de David Mitchell, mais avec le personnage de Corbeau. Ouais, c'était assez... Tu imagines l'Undertaker qui oublie sa tenue et qui se fait prêter un truc par Marty Jannetty et on lui dit vas-y, va dans le ring. Mais reste quand même l'Undertaker, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, Vitry-le-François, meilleur show de catch de tous les temps, où il y avait, à côté de la salle, il y avait un magasin de farce et attrape. Et on était allé avec, je sais plus qui c'est qu'il y avait, il y avait Ishtou, c'est sûr, il y avait Wurtz. Il y avait Wurtz. Il n'y avait pas Ajus à ce show-là. Hein. Non, je crois qu'il y avait les 2 frères Wurtz. C'est possible qu'il y avait Nestor et je ne sais plus l'autre. Beaucoup de noms avec lesquels les auditeurs ne sont absolument pas familiers. Non, mais du coup, oui, bref, on s'en fiche. Il y avait donc un magasin de farce et attrape juste à côté. Et on était rentré en disant putain, on a un show de catch dans 2 heures, on veut vous acheter un maximum de trucs. Donc on avait acheté des boîtes à meux, des pétards et des pistolets laser qu'on a utilisés pendant tout le show. Ouais. Et aussi des bulles, parce que du coup, c'était le show où on avait fait des bulles et il y avait des bulles partout pendant tout le show. On avait acheté 5, 6. Comment tu appelles ça? Des petits tubes pour faire des bulles. Bah oui, là, comme les kids, là où tu souffles dans le machin et ça fait des bulles magiques. Voilà. Et du coup, on en avait distribué à tous les enfants du show et tout le monde faisait des bulles. Et n'importe quel match du show, tu avais des bulles partout. Donc l'entraînement de Shawn Michaels. Vitry-le-François, meilleur show de catch du monde. C'est vrai. Shawn Michaels, je me souviens quand j'étais petit, quand il fait ses pompes là, en faisant le poirier sur les barres parallèles. Quand j'étais ptio, oui. Pour moi, c'était un truc surhumain, impossible à faire. Oui. Voilà. Bah moi, quand j'étais petit, enfin là, hier, je me suis dit la même chose. D'accord, c'est mignon. Bah oui. J'ai des nouvelles anecdotes de Vitry-le-François, mais je veux pas en reparler. Ah d'accord, ok. Bah attends. Pas non, attends un peu plus tard. Tu t'étais fait passer pour un catcheur américain pour pas répondre aux fans. Ah oui, exact. Et après, du coup, tu parlais français avec nous devant tout le monde et les gens se disaient putain, merde, il s'est vraiment moqué de nous. Ah ouais, je sais plus. Ensuite, on a le clip, on a la même chose, mais clip sur Bret Hart avec la musique. Tiens-toi bien. La même musique qui sera réutilisée 1 an et demi plus tard pour les Survivor Series 97. Ouh. Coïncidence? Ça lui a pas porté chance. Coïncidence? Je ne crois pas. Ça ne lui a pas porté chance. Un petit peu plus tôt dans le show, il y a Vince McMahon qui a dit qu'aujourd'hui il y aurait l'annonce sérieuse de l'adversaire de l'Ultimate Warrior. Oui. Et là, Vince McMahon, un petit peu de nulle part, il nous dit ah tiens, ce sera Hunter Hearst Helmsley. Ouais. Voilà. Sans raison.
C'est Sans vrai. explication. On l'annonce juste ça quand Hunter arrive pour son match contre un Jobber. Ouais. Je trouve qu'il y a trop de matchs de jobber à Raw. C'est de plus en plus... alors, là, dans ce show, il y a le match des Godwin et le match de Triple H, où ils sont tous les deux contre des jobbers. Franchement, ils peuvent pas se permettre de faire ce genre de truc, et ça fait quand même plusieurs mois qu'ils auraient dû un petit peu capter la tendance. Ils peuvent pas se permettre d'avoir des creux de vague aussi puissants face à Nitro qui est toujours au taquet, quoi. Bah là, c'est aussi une question de roster. Le roster de la WWE est pas bien large à ce moment-là. Il y a quand même des mecs qui ont disparu. Comme tu disais, Razor Ramon n'est plus là, Akushi est plus là. Donc Triple H, il faut qu'il gagne son match. Le main event, c'est un gros match. C'est un gros match par équipe où il y a plein de gens. Shawn Michaels, il est avec Bret Hart. Enfin, il reste plus beaucoup de monde, quoi. Ouais, Tu mets qui contre Triple H là? Bah justement, je suis en train de regarder les résultats des house shows pour voir qui c'est qu'il y a, mais n'importe qui, même Aldo Montoya. Oui, bon, c'est pas. Ouais. Non mais, Oui, ça va pas changer le fait qu'il n'y a pas de star, quoi. non mais au moins un catcheur qui existe, pas le pecno du coin avec un singlet sur lequel il n'y a rien marqué. Un des 4 Al Snow. Ah mais tu vois ce Non, que je je sais veux dire, pas. Moi, ça m'a pas choqué là. Je pense que c'est bien justement de mettre over les mecs avant des gros affrontements, tu vois. Alors regardons ce qu'on a. Alors là on est quoi? On est genre... Il est où Jean-Pierre Lafitte? Il est pas encore là. Il est surtout reparti déjà. Ah oui, c'est vrai qu'il a la WC. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a Ahmed Johnson, Tatanka, Barry Horowitz, Guido Falcon. Je sais pas qui c'est. Doug Drowsy et Triple H, Undertaker, Bret Hart, Jake Roberts, Savio Vega, Yokozuna, Bulldog, Bob Holly, Bradshaw, Austin, ok, les Godwin, truc machin. Le lendemain, on a... Ah tiens, c'est très intéressant. Tu te souviens des High Voltage qui avaient catché la WCW? C'était qui ça? C'était une équipe de mecs vachement steak. Attends, je google. Et ben ils ont catché un superstar taping le 10 mars. Attends, j'essaie de me refamiliariser. Ah oui. Oh putain, alors très 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 vague souvenir. Hein. Mm-hmm. Mais plus pour le blondinet que l'autre. L'autre, tu vois, je l'aurais même pas reconnu. Oh bah en plus, attends, j'ai complètement menti les mecs. Dwayne Johnson il a battu le Brooklyn Brawler le 10 mars, donc la veille. Et battre le Brooklyn Brawler, je peux te dire que ça te propulse. Hein. Et là effectivement, c'est bien stipulé, c'est les débuts du rock. Ouais, donc c'était la veille, pardon. C'était la veille. Donc ouais, attends, il y a Bart Sawyer, Brooklyn Brawler, quoi d'autre, Bret Hart. Bon, c'est vrai que le roster, il est pas... Bah oui, c'est ça, tu vois. Il est pas ouf, mais bon, il y a... Ah et tiens, d'ailleurs, le 10 mars, devine qui a débuté à la WWE? Le 10 mars? Ouais. Bien avant qu'on le voit à la télé. Donne-moi un indice. Mankind. C'est ça, du coup? Ouais, c'est fou. Ah merde! Ouais. Il a defeated un jobber en dark match à la fin d'un superstar taping. Bah voilà. Ah ouais. Bon, il faut quand même continuer hein, parce que là, on est en train de perdre les gens. Une demi-heure, on n'a toujours pas fini. Le main event, c'était quoi? C'était un bordel avec un petit peu tout le monde. Non, c'était Yoko contre le Bulldog et Owen Hart, ou je confonds, non? Yoko et Undertaker contre Bulldog et Owen Hart. Oui. Ah, voilà. Je me suis dit que sur les 6 personnes qui sont sur scène, il y en a encore que 2 qui sont vivantes. Oui. Mais ça devient, pour revenir à ce que tu disais, ça devient un match handicap parce que l'Undertaker se casse du match dès le début. Vu que Diesel arrive pour attaquer Paul Bearer, l'Undertaker se casse dans les vestiaires pour courir après Diesel et donc on le voit plus du match. Donc c'est le même match que la semaine dernière en fait. Non, ouais. Enfin comme il y a 2 semaines, je crois. Ouais, et après il y a de nouveau du Rififi, ouais. Oh putain, là c'est cool par contre. Hein. La fin, franchement, elle était géniale. Ça, c'était vraiment super cool. Et là, on sent que ça va finir en 6-man. Mais c'est toujours pas dit. Ouais. C'est pas encore officiel. Mais là, voilà, ça fait suffisamment de fois pour qu'on se dise que ça va le faire. Mais voilà, ce Raw, là, il termine vraiment sur une super note. Oui. Le truc vraiment hot, l'affrontement que les gens veulent voir, c'est Vader contre Ahmed. Hein. Quand ils se font face, les deux, c'est...
Ouais. C'est Hogan contre Macho Man, quoi. Franchement. Ouais. Oui, c'est très confus, ça va de partout. Il y a plein d'officiels qui se font tous dégager. Il y a Yokozuna et Vader là qui se roulent par terre. Je pense qu'il doit y avoir 25 personnes dans le ring à un moment. C'est super. Oui. Super. Rien à ajouter. Très bonne fin de Raw. On enchaîne avec donc Nitro, où on est en Caroline du Nord, à Salem. Winston-Salem. Donc dans la plus grosse salle de la Monday Night War jusqu'à présent, avec 10 000 personnes. Mais ils étaient déjà à Winston-Salem, je pense. Ouais, peut-être pas avec 10 000. Bon, tu vas me dire qu'ils ont plusieurs salles, Winston-Salem? Non, mais peut-être qu'ils étaient il y a quelques mois, et puis il y avait que 5 000 personnes. D'accord, peut-être, oui. Alors bon, Bischoff qui nous hype un peu ce qui va se passer aujourd'hui, et tu es hypé comme ce permis parce qu'il annonce les Nasty Boys contre les Road Warriors. Alors là, tu te dis, bon, ça va être un gros épisode. Je dis bon. Et on a un méga six-man tag avec le même que la semaine dernière, enfin celui d'il y a 2 semaines, pardon. Hogan, Macho Man, Booty Man contre Ric Flair, Arn Anderson et Kevin Sullivan dans un double strap match avec des Lumberjacks. Les puchons. Ouais. Alors on en parlera suffisamment. Oui. Mais j'ai rarement vu un truc pareil, moi, personnellement. Bah, moi, si, là, en regardant ce show. Ah, voilà, pas mal. On commence. Le géant contre Jim Duggan. Moi, je suis absolument fasciné par l'overness de Jim Duggan, encore en 96. Oui. Il arrive, il est des années et des années après son prime, ou après... il n'a pas gagné un match important depuis des années, mais putain, Jim Duggan arrive et c'est l'émeute, quoi. Tu es d'accord avec ça? Oui. Après, tu sais, les Américains, c'est un peu ils sont un peu au ras des pâquerettes. Hein, donc, dès qu'il y a un côté un peu patriote, ah oui, non, mais les mecs sont des stars ad vitam. Ouais, non, c'est étonnant de voir ça, parce que moi, tu me disais Duggan en 96, là, maintenant, en 2020, je te dis, putain, ouais, c'était vraiment la fin. Alors que pas du tout, en fait. Le mec, c'est une star, quoi. Donc, ouais, moi, je m'attendais à un squash, tu vois, Quelle merde, ce match, putain. Ah bah, écoute, non, franchement, alors là, non, mais là, explique-moi. Ok, alors, les coups de poing de Duggan sont horribles. J'ai rarement vu des trucs aussi fake. Dans ce match. Oui, dans ce match. Bah oui, non, mais je te fais la même blague que toi avant. Ah oui, d'accord. Ah, pas mal. Il y a Bischoff à un moment qui dit « Big right hand into the midsection » quand Duggan fait une manchette dans le dos. Donc, merci, quoi. Bon, le truc positif, effectivement, c'est qu'il y avait, par exemple, le retour de Brian Pillman dans la foule, donc c'est un peu le bordel. Oui. Il se fait virer, etc. Mais moi, je parle uniquement du match. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, on disait que la WWE New Generation, c'était quand même une période assez compliquée avec beaucoup trop de gimmicks, trop bidons, trop prononcés, trop caricatural, on va dire. Mais la WCW, c'est peut-être moins de gimmicks, mais niveau in-ring, les mecs, tous les vieux, là, c'est horrible, je trouve, quoi. Écoute, j'ai totalement l'avis inverse. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match, moi, pour de vrai. Ben, on peut... J'ai pas dit que j'ai pas aimé, je dis que c'était de la merde. Parce que la foule, elle est méga chaude, quoi. Bah, en fait, c'est un ensemble. C'est que, franchement, moi, je m'attendais pas à un match aussi long, et je m'attendais à ce que le géant gagne en 1 minute. Et là, franchement, à mon nez, ils se mettent la race. C'est un gros match de heavyweight. Il y a des moves qui sont cool. Il y a des impacts qui sont cool parce que c'est deux masses. Et puis oui, la foule, elle est incroyable. Du coup, ça rend tout vraiment chouette. Et à la fin, j'étais triste parce que je me dis, merde, c'est fini, quoi. Parlons-en de cette fin, justement. Oui. Donc, Duggan n'arrive pas à mettre le Giant au sol. On est d'accord? Donc, Duggan, il sort du ring et il va il va enlever le scotch qui est sur les tapis et qui aide à coller les tapis les uns aux autres à l'extérieur du ring. C'était déjà lui, non, qui avait utilisé le scotch? Il fut un temps. J'ai effacé tous ces souvenirs de ma mémoire. Je crois qu'il avait déjà utilisé du scotch comme arme de prédilection.
Et donc, il met du scotch autour de son poing. Du scotch, hein, c'est-à-dire du papier, c'est-à-dire rien. Et il frappe le géant, et là, le géant, il bump. Il bump comme s'il tombait du... Non, mais comme si c'était le point américain of Doom, quoi. Oui. Avec oui, du il chancelle avant de tomber comme s'il tombait d'un immeuble. Non, mais Dimitri, du scotch. Non, mais du... Et toi, tu regardes ça, tu dis, ah bah ouais, il a mis un coup de poing avec du scotch, alors là, le géant, je vais te dire, c'est bon, il est terminé, le mec. Ouais. Non, mais dans quel monde ils vivent, putain, c'est... Non, mais... Putain, ça m'a tellement tapé sur le système de voir... Non, mais même un enfant de 5 ans, il y croit pas, quoi. Je suis d'accord avec toi. Du scotch. Quand il lui met le coup de poing avec le scotch, tu vois que le géant chancelle avant de tomber. Mais tu entends ta phrase. Quand tu lui mets un coup de poing avec du scotch, c'est même pas le rouleau autour duquel t'as le scotch, c'est le scotch itself, quoi. Quand le géant tombe suite à ça, tu as la Caroline du Nord qui explose. Ouais, en c'est même temps, incroyable. Les rednecks, hein, faut pas... les mecs, ça va à peine lire, donc forcément... Moi, franchement, c'est incroyable l'ambiance qu'il y a dans cette salle. Après, je pense qu'avec la distance aussi quand t'es dans la salle, tu sais pas forcément avec quoi il a frappé le mec. De loin. C'était peut-être un cale-porte. Est-ce que c'était un... C'était peut-être un cale-porte, c'était peut-être un cahier... Comment ça s'appelait ? Un cahier de vacances. Ouais, mais c'était quoi la marque ? Clairefontaine. Non, les autres, là. Oxford. Oh oui, bon. Avec Jenny Delpino dans la pub. Mais non, oui, Jenny Delpino, c'est la meuf d'M6, là, non ? Ouais, qui faisait la météo chez Michael Youn. Ah oui, exact. Ah, j'ai vu, alors tu vas bien rire, mais j'ai vu que le Morning Live revient. Ah, d'accord. Et je pense que ça va très 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 bien vieillir, évidemment. Oui, je pense aussi. Mais donc ouais, le mec le frappe avec du scotch. Donc dans le public, je peux concevoir qu'on sache pas trop. Mais là, à la caméra, à la télé, c'est hautement malaisant, quoi. C'est ridicule et ça me tape sur le système. Heureusement que le géant ne perd pas là-dessus. Parce que intervention de Jimmy Hart, chokeslam 1, 2, 3 et rentre chez toi. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu viens de le dire, c'est que le géant allait perdre. Il y a Jimmy Hart qui empêche le géant de perdre. Ouais. Contre Jim Duggan avec un coup de scotch. Ouais. Un coup de scotch. Hein ? Ouais. Retour des Steiner Brothers. Non mais là, la pop. En moto mec en plus. Non mais Yann, franchement. Donc les Steiner, ils étaient à la WWE de 93 à 94 en fait pour une année seulement, approx. Ils sont passés rapidement à la ECW. Oui. Avec notamment le show Gangsta's Paradise. Je me souviens, c'était une des premières VHS que j'avais vu passer, qui était en je sais pas combienième génération. C'était tellement dégueulasse, on voyait, c'était noir et blanc, on voyait à peine l'image, mais il y avait un match en cage de ouf avec justement les Steiner et comment il s'appelle l'autre, New Jack contre je ne sais plus trop qui. En main event, il y avait un match dans lequel tu as Tommy Dreamer, je crois, qui se fait chokeslammer à travers 3 tables ou un truc dans le genre. Enfin, c'était même si on voyait rien de rien, quand je dis rien de rien, vous pouvez même pas imaginer la qualité de l'image, à quel point c'était merdique, quoi. Alors, je suis en train de googler. Ouais. Tu as les Steiner Brothers contre les Eliminators et Taz. Ah non, c'est Jason et les Eliminators contre Taz et les Steiner Brothers. Et New Jack, il est dans le main event, par contre. C'est les Gangstas contre... Oui, ça je me rappelle, oui. Contre... Je sais plus. Bref, c'était absolument... Mikey Whipwreck, Public Enemy, contre Too Cold Scorpio, New Jack et le Sandman. Oh putain. Bon, bah voilà. Tu as Rey Mysterio, Psychosis aussi. Bref, donc le match, c'est les Steiner contre les Legion of Doom. Donc les Steiner ont remplacé les Nasty Boys. Donc la grande question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui est arrivé aux Nasty Boys ? Mais ça, tout le monde s'en fout un peu. Hein. Oui, parce que la foule, putain, elle exulte à chaque move. Non mais... Moi, Winston-Salem aime son catch, hein, putain. Franchement, c'est incroyable. J'adore ouais. cette salle. En parlant de move, putain, il y a un moment, il y a Rick Steiner qui met une close line
Mais oui. Non mais le mec, comment il tabasse, quoi. J'adore. Non, mais franchement, il y a des German, il y a toutes les variations possibles de souplex. C'est à chaque fois, chaque move, les gens pop, c'est incroyable. Tout est génial. Même pendant les Near Falls, il y a un comeback de feu, il y a un Doomsday Device, mais Scott Steiner casse le truc, c'est le bordel complet. Il y a un Frankensteiner, mais c'est Hawk qui va casser le truc. Et finalement, les LOD, alors on se posait la question la semaine dernière ou il y a 2 semaines, gagnent en trichant. Oui. Cette fois-ci de manière encore plus visible que la dernière fois. Ouais. Parce qu'il utilise son protège tibia là. Ouais, non franchement si tout le catch était comme ça, ce serait incroyable parce que là on s'en fiche du catch en fait. Les mecs lèvent le bras et c'est l'explosion de la foule. C'est génial, c'est fabuleux. Les Steiner Brothers, moi j'ai quand même été très 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 fan. Moi, j'ai jamais aimé Rick, mais j'ai toujours été fan de Scott. Bah, Rick est quand même plutôt over là aussi, et puis Oui. ses aboiements sont vachement repris. D'ailleurs, le truc très étonnant, c'est que dans ce match, même Bobby Heenan appelle les Road Warriors Legion of Doom. Oui, mais c'était déjà le cas. Ouais, c'est bizarre. Moi, toute la foule chante Elodie tout le temps. Donc, oui, la foule, oui, mais qu'il donne le nom qui est, je suppose, copyrighté. Autant embrasser le truc. Ouais. Donc après, on a une interview de Scott. qui m'a fait rire un petit peu. Et en fait, oui, on apprend vite fait que c'est les Steiner qui ont niqué les Nasty Boys. Oh. Quoi? Bah oui, non, mais justement, grosse surprise. Ah oui, d'accord. Je crois que j'ai mal compris l'interview. Non, moi, la promo de Steiner, elle est incroyable. C'est de Steiner, quoi. Il hurle, il perd 6 fois le fil de ce qu'il essaye de dire. C'est des grandes promos. Et donc voilà, après on a Alex Wright contre Lex Luger. Tu as une annonce d'abord de Uncensored du main event. Ah oui, mais moi j'ai rien écrit parce que j'ai rien compris. Bah justement, alors on ne sait pas ce que c'est, mais ils annoncent un Doomsday Cage match. Ils vont plus en parler en détail entre guillemets à la fin du show pendant l'interview de Sullivan. Ouais. Donc là j'ai pas noté parce qu'il y avait rien à dire à ce moment-là du show. Bah ça a l'air de faire peur en tout cas le titre, l'appellation. En parlant de titre, nouveau champion de la télé, Lex Luger, qui a battu Johnny B. Bad lors de Saturday Night. Ouais. Et donc c'était pas le dernier match de Johnny B. Bad, c'est ça que je croyais. Eh ben non, Johnny B. Bad, son dernier match, c'est Uncensored le 24 mars. C'est très étrange. Mais je me suis dit que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu des cruiserweight, des trucs comme ça. Là. Oui. C'est pas faux. Du coup, ils annoncent aussi que, vu que Lex Luger est champion télé, il devra défendre son titre à Uncensored. Et donc, par conséquent, Sting va devoir se trouver un nouveau partenaire pour affronter les Road Warriors dans le Chicago Street Fight. Et oui. Que Lex Luger avait lui-même déclenché en n'étant pas forcément du bon côté de Chicago. Donc, franchement, mais là, on parle de logique. Mais genre, Luger et Sting, ça fait des mois et des mois qu'il y a une histoire avec eux. Là, juste parce que Luger est champion de quelque chose d'autre, il abandonne l'équipe. Bah après tu peux te dire qu'effectivement une fois que t'es champion, il y a... Tu sais, peut-être que tu mets le pied dans un monde qui est totalement différent. Mm-hmm. Je sais pas. Surtout qu'en plus dans la hiérarchie, je pense, de Nitro à la télévision, le championnat de la télévision est moins important que les championnats par équipe, je pense. Ah bah évidemment. Donc ça même le spectateur lambda l'a compris. Donc Luger qui se consacre entièrement à son règne de champion télé et qui abandonne sa rivalité en cours du coup, j'ai rien compris. Mais peut-être que c'est justement pour apporter de l'eau au moulin de la dissension entre Luger et Sting, et semaine après semaine, nous, en regardant le show, on se rend compte que Sting est le dernier des débiles et que Luger est juste un peu une petite tepue, mais qu'il arrive quand même à ne pas perdre la face pour garder l'amitié de son ami Sting, mais que là voilà, il est face à une nouvelle destinée vraiment solitaire, donc il la met en avant quoi. Oui. Et tu as vu que la semaine dernière Sting lui avait dit, il y a 2 semaines pardon, que si il était encore une fois aidé par Jimmy Hart, c'était terminé. Et là, il a été aidé par Jimmy Hart. Donc vivement la semaine prochaine pour les règlements de compte. Oui.
Et ouais, ce que j'ai bien aimé par contre, même si le finish était un peu merdique, c'est que ça donne quand même le sentiment que ça peut se terminer n'importe quand, n'importe comment. Parce que là, Luger il gagne après avoir balancé Wright sur les cordes, Oui. sans quasiment rien de plus. Donc au moins ça donne un petit côté crédible, on va dire. Oui, c'est vite dit, je trouve, hein, parce que franchement, justement, je me dis, putain, il se passe 1000 trucs avant qui sont beaucoup plus douloureux et qui ont plus d'impact que ça. Donc, c'est assez étrange de finir un match sur un coup de guillotine alors qu'il y a eu... que t'es tombé 3 fois sur la tête, tu vois. Ensuite, le Six-Man Tag Team Lumberjack Strap Match. Of Doom. Of Doom. Au moins les bûcherons ont des chemises de bûcherons. Alors déjà, pour les bûcherons, c'est tout le monde en fait. Ouais. Toute la WCW est là. Et donc ils ont tous des chemises de bûcherons. Peu importe leur gimmick ou leur affiliation. C'est-à-dire que tu as William Regal qui a une chemise de bûcheron, tu as Haku qui a une chemise de bûcheron. Ils ont visiblement tous accepté ça. Oui, on t'écoute, on est suspendu. Ah non, vas-y, mais c'est toi qui machin. Bon, alors, c'est un strap match. Mais visiblement, il n'y a pas de règle. Les gens dans le ring sont attachés par une ceinture, mais qui n'est pas vraiment attachée. Ouais. Et les lumberjacks, les bûcherons, ont tous chacun une ceinture. Pour tabasser les heels, pour tabasser les faces et vice-versa. Et surtout se tabasser entre eux, c'est ça qui est très drôle. Sur les chemises à carreaux. Les flanelles. Les flanelles. lumberjacks ne servent à rien parce qu'ils remplissent absolument pas leur fonction de ramener les gens dans le ring. Parce que, à partir du moment où la cloche sonne, les lumberjacks se tapent entre eux, avec des ceintures. Mais à partir du moment où tu vois ce qui se passe dans le ring et qu'il y a visiblement aucune règle, je pense que ce que foutent les lumberjacks, c'est complètement secondaire. Ah bah alors là, tu vois, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Ah d'accord. Bah non, les lumberjacks sont centraux dans le truc et tu les vois se tabasser à l'extérieur tout le temps. Mais par contre, c'est que des coups de ceinture, donc c'est 10 minutes de fouettage et constant de tout le monde. Alors laisse-moi te poser une question. Comment on aurait pu gagner ce match ? Comment ça ? Bon, avant la fin, qui nous donne la réponse, mais là, tu commences le match, dans ta tête, comment est-ce que les mecs peuvent gagner le match ? Je fais le tag à Hulk Hogan. Oui, d'accord. Mais quelle est la règle du strap match ? Ah, il faut toucher les coins ? Eh bah oui, mais t'as bien vu que non, en fait. Ah non, mais là, c'était un fouettage match. C'est juste, t'as des straps pour te maraver le dos, tu vois. Oui, voilà. Ah oui. Ah oui, d'accord, oui. À l'extérieur, tu as... Il y a le Loch Ness qui fait partie des... Ouais. Et il y a DDP qui met des zoubazes. Oui. DDP, il est en zoubase, chemise de bûcheron, quoi. C'est vraiment un style plein de panache, quoi. Ah non, mais imagine Haku qui est pieds nus avec son truc, là. Pieds nus et chemise de bûcheron. Non, mais... William Regal, c'est très drôle parce qu'il a son petit... Comment tu appellerais ces chemises, là, comme Seinfeld ? Les fluffy shirts. Ouais, le puffy shirt. Les puffy shirts ? Ouais. Et comment on appelle ça en français, pareil ? C'est pas des framboises ? Ah, c'est peut-être des framboises. Mais oui, donc du coup, bref, tout ce joyeux bordel comporte le Loch Ness qui veut frapper Hogan avec la ceinture pendant que le géant le tient. Mais Hogan esquive et donc le Loch Ness frappe le géant. Embrouille immédiate de géants. Genre les deux, ça y est, c'est les deux plus gros ennemis de la planète. Ils se cassent la gueule jusqu'à l'extérieur. Et dans tout ce bordel, parce que je sais pas si vous imaginez du coup, mais il y a combien de mecs là à l'écran ? Il y en a 30. 30, oui voilà. 30 mecs à l'extérieur du ring. Dans le ring, en plus les 30 mecs qui sont tous habillés pareil, donc tu comprends vraiment rien. Ils se sont dit, c'est le moment où on va mettre Kimberly Diamond Doll avec des fleurs pour le Booty Man. En livreuse de fleurs, ouais. Délicieuse livreuse de fleurs. Ouais. Et donc cette fois-ci, ils disent que c'est pour le Booty Man. Ouais. Donc elle veut lui offrir des fleurs, mais comme la dernière fois, j'y vais pas, j'ose pas, je suis trop timide. Mais elle se dit, c'est le moment d'y aller, tu vois. Ouais, c'est safe, quoi. Il y a 30 mecs avec des ceintures en cuir qui se cassent la gueule.
c'est là que je vais aller offrir une petite rose à mon chéri. Donc là, tout ce qu'on décrit, donc effectivement c'est le bordel, ça va dans tous les sens, etc. Moi je me mets dans ma peau de gamin de 11 ans, je pense que j'aurais adoré ce match qui ne répond à aucun critère de catch classique où c'est le bordel dans tous les sens, on ne sait pas ce qui se passe. Mais quand Hogan gagne avec le leg drop, le match n'a démarré que depuis 5 minutes en fait. Ouais. Donc effectivement c'est le bordel, mais ça finit comme ça a commencé, toujours avec la même saloperie de l'autre là, où de nulle part il fait un leg drop et puis voilà. Enfin les mecs rien à battre quoi. Il y a un moment qui m'a fait sourire parce que c'est voilà, on le dit depuis 5 minutes, mais c'est la confusion comme rarement. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à l'écran, et donc tu vois qu'il y a des coups de ceinture qui tapent visiblement les mauvais mecs, et à un moment donné tu vois que Hulk Hogan il essaye de foutre un coup de ceinture à un mec par-dessus Macho Man, et il touche le Macho Man, tu vois. Le Macho Man est de dos et il se prend le coup de ceinture de Hogan sur le dos. Et là, Macho Man vend la douleur comme c'est pas permis. Et là, il se retourne et il voit que c'est Hogan qui lui a mis, et donc il arrête. Genre, ah ouais, ok, c'est bon. En fait, ça me fait pas mal. Putain. Et on dit qu'il y a 20 ans, il y avait plus de psychologie qu'aujourd'hui, quoi. Ah non, mais là, c'est vraiment génial. Genre, il vend vraiment comme Bret Hart, tu sais, genre, la plus grosse douleur du monde. Et puis, il voit juste que c'est Hogan. Il fait, ah putain, oui, accident, pardon. Donc, du coup, je n'ai pas mal, excusez-moi. Et donc après ce match, on se poursuit un petit peu jusqu'en backstage pour que tout le monde déguerpisse. Et on enchaîne sur le truc avec lequel moi j'arrive toujours pas à m'habituer. Enfin que je trouve que ça casse le rythme. C'est les interviews de fin de show. Avec l'interview de Sullivan Arn Anderson et l'histoire de la Doomsday Cage à Uncensored qui va être... Donc il y a 4 cages réparties sur 3 niveaux. Et c'est tout ce que j'ai compris. Pour l'instant, moi, j'avais même pas compris ça. Mais ils le disent, hein, c'est 3-tiered 4-cage match. Ah, moi, j'avais juste compris 4 cages pour l'instant. Après, je me rappelle du match, malheureusement. Hein. Ah, mais, je sais même pas si j'ai déjà vu ça. Si, j'avais vu ça, moi. Mais c'est pas un grand match. Hein. Pendant cette promo, il y a Flair qui chante le... Oui. I got the whole world in my hand. Oui. De Bray Wyatt. D'ailleurs, il va le rechanter, spoiler, dans quelques semaines, tu verras. Ah, merci. Et voilà. Flair est comme d'hab complètement taré là pour sa promo. Ouais. C'est vrai que c'est... Alors, il faut avouer que ces interviews en fin de show, ça fait sortir un petit peu du lot par rapport au format assez rigide de la WWE. Mais je trouve que ça vient toujours un petit peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est... L'idée est bonne, mais l'exécution est toujours un peu... ça semble forcé et on aurait mieux fait d'en rester sur une fin bordélique, quoi. Je suis d'accord avec toi, surtout que la fonction, elle est, enfin, ça remplit sa fonction sans ça, tu vois. Enfin là, on n'a pas besoin de Kevin Sullivan et Ric Flair qui nous disent on veut détruire la Hulkamania pour comprendre, en fait. Ouais, surtout qu'en plus... qu'ils voulaient la détruire. Ils s'enfoncent dans le truc parce qu'ils sont en train de... Ils essayent tant bien que mal d'énumérer les règles du match en cage, mais franchement, on comprend rien, quoi. Ah, moi, je t'ai dit, franchement, sincèrement, j'avais juste compris qu'il y avait 4 cages à ce moment-là, enfin, si je me mets dans la peau d'un spectateur. Donc voilà, ça montre bien que... Ouais. Et moi, j'ai l'impression aussi, vu ce qui est dit dans ce show-là, ça ne sera pas le cas, mais qu'il n'y a que Hulk Hogan. Alors franchement... Qui doit faire face à tout plein d'obstacles. Oui, bah grosso modo, il y a on a l'impression, mais finalement ce sera pas ça, parce qu'il y aura d'autres mecs avec lui dans la cage, je crois. Il doit commencer genre de tout en haut, et dans chaque cage, il y a une meute de catcheurs affamés, et lui, en fait, il doit sortir de haut en bas en cassant la gueule à la terre entière. En fait, c'est le Hulk Hogan show, quoi. Oui, mais justement, mais dans le match, il y a, enfin, maintenant je fais appel à mes souvenirs, mais dans le match, il y a Macho Man aussi. Il est pas tout seul, Hulk Hogan. Oui. Alors que là, bon, peut-être que ça va évoluer, j'en sais rien. Mais du coup, là, moi, j'avais compris là, dans ce show-là, que c'est Hulk Hogan qui doit faire face à tous ces obstacles et battre tout le monde pour pouvoir arriver à Arn Anderson, qui sera une espèce de boss final, tu vois. Bah, pour l'épisode du 25 mars. Le lendemain d'Uncensored, je pense qu'on prendra la peine quand même de lire le résumé internet du déroulement du match pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Je vais peut-être même essayer de le regarder. Oh là là, toi tu es bien courageux.
Oui. Mais donc voilà, ouais, c'est sur là-dessus qu'on peut clore l'émission qui dure quand même 55 minutes aujourd'hui. Oh là là. Et donc, toujours avec ma ruse de micro là pour que le son reste potable. Donc voilà. Que dire d'autre? Bah c'est tout. Hein. Vivement lundi comme disait Bernard Ménez. Et puis ouais, t'as quelque chose à rajouter d'ici la semaine prochaine? Alors, Lyon-Juventus ce soir, qu'est-ce qui gagne? Attends. Parce que. Attends. Là, t'es sur un calendrier de foot du 11 mars pour du vrai? Ah non, là, on est le 25 février. Oui. Et ce soir, il y a Lyon-Juventus. Ah bon? C'est pas Chelsea-Bayern? Ah non, c'est demain, Lyon-Juventus. Eh voilà. Ce soir, c'est surtout Pékin Express, mec. Ah putain, tu regardes ça, vraiment? Bah, j'adore Pékin Express. Voyage, aventure, improvisation. En plus, tiens, à Bangkok, on a fait un petit peu du Pékin Express parce qu'on s'était gouré de chemin avec quelques potes qui m'avaient rejoint avant le début du voyage Cambodge. Et finalement, j'ai arrêté juste pour faire amuser la galerie, en fait, sans vraiment y croire. Un espèce de SUV avec un plateau derrière. Et le mec nous a emmenés pendant un quart d'heure, 20 minutes, là où on voulait aller. Donc c'était vraiment génial. Vraiment à la Pékin Express, quoi. Vous vouliez aller où? À une station de AirTrain pour récupérer après le métro et rentrer à Chinatown, Bangkok, à notre hôtel. D'accord. Voilà tout. Très bien. Bon bah sur cette magnifique anecdote, magnifique. Tu réponds toujours pas à qui va gagner Lyon-Juventus. Ah bah attends, alors, ils ont fait quoi, match aller? C'est le match aller. Ah, c'est le match aller. Tu sais que c'est le moment de ta vie où tu connais le foot mieux que moi, donc tu peux briller là. Lyon-Juventus... en fait, je sais pas du tout ce que fait la Juventus, mais je dirais quand même qu'ils vont se manger un 0-2. D'accord. Parce que autant j'aime bien Strasbourg, autant si Strasbourg arrive à malmener Lyon à Gerland, c'est que la Juve, ils auront. On t'a dit que Gerland, ça n'existe plus. Ça existera pour toute la vie dans mon cœur. C'est même pas le même stade. Je m'en fous, c'est Gerland. C'est quoi, Groupama Arena, c'est ça? Allianz Arena? Allianz Arena, c'est à Munich. Oui, donc c'est Groupama Stadium, c'est ça? Groupama Stadium, oui. Eh ben, je m'en balèque. C'est Gerland et c'est tout. Donc, Gerland 0, Stadio dell'Alpi 2. Voilà. Stadio dell'Alpi. D'accord, très bien. Ben, c'est pas ça le nom. Ou Real Madrid, Manchester City aussi. Hein. Ben, ce soir, c'est Bayern-Chelsea surtout. Je pense qu'on l'aura à la télé ici en Hongrie. Bayern-Chelsea et Naples FC Barcelone. Oui. Bah voilà, sur les chaînes de la TNT, nous, je pense qu'on aura... Ah oui, il y a moyen qu'il y ait au moins 2 matchs, si ce n'est 4. Et voilà. Moi, je ne regarderai pas. Bah nous, on regardera Pékin Express, si je tombe pas de sommeil. Oui, parce que franchement, tous ces enregistrements ont été quand même très rudes. Ouais, c'est juste que, avec la fatigue du vol retour, je me couche tôt. Donc quand je me couche à 9 ou 10 heures, je me réveille à 4 heures du mat', quoi. Mm-hmm. Voilà. Bon, les amis, merci pour vos dons. Putain, le mec... Non, mais il faudrait faire des lives pour voir s'il y en a... Putain, t'imagines le truc? Des gens qui envoient genre 1 euro avec un petit message, et ça on le voit en direct pendant un live, et on est obligé de faire la joke, en remerciant Steven, etc. Tu vois. Oh, putain, là c'est vraiment de l'improvisation. Ah, mais moi c'est mon but, ça, c'est d'interagir sur des jokes avec nos fidèles auditeurs. Écoute, on va essayer de travailler pour ça. Je vais peut-être devenir visible. Ben oui, trouve ton spot dans l'appart, et moi je dis que ça passera. Bon, on va au moins essayer, et puis peut-être qu'on verra les feedbacks. Mais oui. Bon allez mon petit Dimitri, merci à toi, merci à tous d'avoir écouté, on est à 59 minutes 10, donc on va essayer de raccrocher avant 1 heure. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la Monday Night War, comme d'habitude. D'ici là, n'oubliez pas de regarder du catch 24 heures sur 24, et surtout de garder la passion. Allez, bye bye. Once again.